Bon, de toute façon, il y a des gens qui restent debout pour écouter. Bonjour, bienvenue à cette conférence consacrée à la construction de l'unité de réanimation chirurgicale du CHU d'Angers. Après 14 mois de travaux, la nouvelle unité a accueilli ses premiers patients en début d'année. La réanimation chirurgicale est un endroit clé dans le parcours des patients opérés. Ce service prend en charge les patients directement à la sortie du bloc opératoire, lorsque ces derniers y ont reçu une chirurgie dite lourde. En post-opératoire immédiat, le suivi de ces patients fait appel à un environnement technique complexe et donc aux compétences spécifiques de l'équipe de réanimation chirurgicale. Des chambres plus spacieuses et plus nombreuses, un équipement modernisé, ce sont les atouts de cette nouvelle réanimation chirurgicale. Nous accueillons ce matin Yann Bubien, directeur général du CHU d'Angers. Monsieur Bubien, bonjour. Bonjour. Le docteur Cyril Sargentini, responsable de la réanimation chirurgicale du CHU. Bonjour docteur. Et Alain Jagneau, architecte. Monsieur Jagneau, bonjour. Avant de débuter la conférence et de laisser la parole à monsieur Bubien, Alain Jagneau, est-ce que vous pouvez nous présenter votre agence, s'il vous plaît? Alors mon agence, ce n'est pas une agence de 200 personnes, on est une dizaine de personnes. Mon agence, ça s'appelle Atelier d'architecture hospitalière Alain Jagneau. Donc depuis une 25 ans, j'ai bien coloré l'objectif de mon agence et c'est 100% d'hospitaliers à travers la France et les départements d'outre-mer. Voilà. Très bien, je vais donner maintenant la parole à monsieur Bubien, directeur général du CHU d'Angers. Monsieur Bubien, est-ce que vous pouvez nous présenter votre établissement, s'il vous plaît? Avec plaisir, oui. Donc le CHU d'Angers, c'est un établissement qui fait 36 hectares. C'est un hôpital pavillonnaire avec toutes les époques depuis le 19e siècle. C'est un établissement qui représente 6212 salariés. Un établissement avec un budget de 465 millions d'euros, 1500 lits, auquel il faudra ajouter l'établissement médico-social aussi que je dirige, l'hôpital Saint-Nicolas, qui est un hôpital de 500 lits pour tout ce qui est EHPAD. Voilà, c'est un établissement de bonne taille, 27e en taille sur les 32 CHU, mais en revanche 15e sur la recherche et l'innovation. Donc un établissement qui se porte bien par ailleurs, puisqu'il est à l'équilibre financier, il est même légèrement excédentaire. C'est un établissement qui a beaucoup de projets, beaucoup de constructions en permanence. Au plan architectural, il est assez intéressant d'abord parce qu'il a toutes les époques depuis le 19e siècle et même à côté, il y a un établissement hospitalier très ancien qui date du 14e siècle. Donc on peut revoir toutes les époques défiler sur ces 36 hectares en plein cœur de l'agglomération angevine. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que quand on a un hôpital pavillonnaire comme celui-là, on a pu faire en permanence de nombreux travaux. C'est un hôpital qui fonctionne par opération tiroir. On déménage en permanence les services. Alors ça peut être pénible de temps en temps, mais c'est un gros avantage, c'est que le taux de vétusté est extrêmement bas. Un établissement qui se porte bien donc au plan architectural, qui a toujours beaucoup de projets. En ce moment, on est en train de reconstruire tout l'hôtel-dieu du CHU, qui est un hôpital qui date de 1850, qui est un très bel endroit. Et puis on va le métamorphoser totalement. Et voilà à peu près ce que je peux dire sur l'établissement. Une bonne dynamique. Oui, une bonne dynamique, oui. C'est un hôpital qui a bien sa place dans le territoire angevin, hôpital à la fois de proximité comme tous les CHU, hein, puisqu'il accueille 90 000 urgences par an, mais également hôpital CHU de recours pour l'ensemble des Pays de la Loire. On est 2 CHU dans les Pays de la Loire avec le CHU de Nantes, mais on attire une population qui vient principalement de l'Est des Pays de la Loire, donc le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe, et puis un peu au-delà, selon l'origine géographique, selon qu'on soit au sud ou pas des autres départements. Comment est-ce que vous définiriez l'opération de construction de l'unité de réanimation chirurgicale du CHU? Je la définirais comme une opération coup de poing. Parce que moi j'ai été nommé directeur général du CHU en octobre 2011. En novembre 2011, j'ai rencontré les équipes pour cette opération de réanimation chirurgicale. J'ai fait une grande réunion avec à peu près tout le monde, parce que c'est un sujet dont on parlait depuis des années et personne n'arrivait à s'entendre de l'endroit où on allait le faire, comment on allait le faire, etc. Et en décembre 2011, j'ai décidé qu'on allait le faire. Donc on a lancé les opérations
réanimation à partir de janvier 2012 et on a ouvert les portes de la réanimation en janvier 2015. Donc on a mis 3 ans, dont 1 an de travaux à peu près, un peu plus, 15 mois de travaux je crois. Et on est allé assez vite en utilisant la procédure de conception-réalisation. On peut dire que c'est plutôt un succès parce que ça a été très vite, la décision a été prise très vite, ça a bien marché avec les équipes médicales et les travaux n'ont pas eu de retard, on a ouvert dans les temps comme prévu et c'est ce que je souhaitais qu'on aille le plus vite possible. Quels étaient les enjeux de cette opération pour l'efficience de vos activités liées à l'urgence? Les enjeux, c'est qu'on avait une liste d'attente en chirurgie cardiaque depuis des années dans les pays de la Loire. Il y avait un temps d'attente beaucoup plus important que la moyenne nationale en matière de chirurgie cardiaque. Et pour accueillir davantage de chirurgie cardiaque, il nous fallait une nouvelle réanimation chirurgicale. Et c'est ce qu'on a fait en augmentant notre capacité d'accueil et en l'adossant aussi aux soins intensifs, à la partie soins intensifs des lits de soins continus, ce qui est conforme aujourd'hui aux bonnes pratiques qui sont de rigueur. Merci Monsieur Bubien, je reviendrai vers vous ensuite pour une autre question. Docteur Sargentini, vous êtes le responsable de la réanimation chirurgicale du CHU. Cette nouvelle unité a ouvert en début d'année. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, s'il vous plaît? Donc c'est une unité de 20 lits, 2 unités de 10 lits avec 19 lits ouverts par l'ARS, 15 lits de réanimation et 4 lits d'USC. C'est une unité qui est surtout tournée vers le post-opératoire immédiat de chirurgie cardiaque et de chirurgie thoracique et vasculaire ainsi que de neurochirurgie. Et comme l'a dit tout à l'heure M. Bubien, on est un hôpital pavillonnaire, donc on a tous les patients qui sont dans notre hôpital, qui est l'hôpital Larrey. Ces lits sont indifférenciés, c'est-à-dire que c'est la gravité du patient qui fait qu'il est hospitalisé soit dans une chambre de réanimation, soit une chambre d'USC. Toutes les chambres sont les mêmes. Conceptuellement, c'était ce qu'on avait souhaité. Donc on a le même équipement, la même surface, que soit un lit de réanimation ou un lit d'USC. Et puis on a donc cette unité, elle est nouvelle, construite devant le bâtiment Larrey, mais avec toute une partie qui a été réhabilitée, ce qui était la difficulté du projet initial où on voulait faire que de la réhabilitation. Quelles sont les réflexions qui vous ont mené à la construction de cette nouvelle unité ? Alors la première réflexion, ce qui a le plus poussé, ce que disait M. Bubien, c'était une demande d'activité, une augmentation de l'activité de chirurgie cardiaque avec l'ARS qui nous demandait de passer de 650 à 800 CEC par an. Et donc on avait besoin d'augmenter notre capacité d'accueil. Puis après, les grands axes de travail que nous on a pris, c'était d'abord avoir une fonctionnalité importante. Et on a bien différencié la partie fonctionnelle avec les unités, avec toute la partie logistique et l'accueil des patients. Et après, on a axé notre travail sur la sécurité, c'est-à-dire la capacité de pouvoir surveiller de manière très efficace les patients, en tous les surveillant, en ayant des rappels de scope, d'augmenter la surface, parce qu'on a été dans une réanimation qui avait plus de 30 ans, et donc la surface des lits et des chambres était de l'ordre de 10 à 12 mètres carrés, donc on était incapable d'accueillir à la fois un échographe, une hémofiltration, les assistances qu'on a actuellement de manière moderne, on était incapable de tout faire correctement. Et puis on a tourné aussi, et ça c'est M. Jagnot qui nous a bien écouté là-dessus, l'ensemble du travail a été fait sur l'accueil des patients, à la fois sur l'accueil dans le sens où c'est une réanimation qui est très lumineuse, qui est aussi insonore. On a travaillé sur le son et sur les familles. Elles sont accueillies par les secrétaires, elles sont accueillies à toute heure, ce qu'on ne pouvait pas faire dans l'ancienne structure. Et donc ça a été les 3 axes de travail, la sécurité, la fonctionnalité et l'accueil du patient. Qui sont les acteurs qui ont participé à toutes ces réflexions? On sait que maintenant dans les comités de pilotage, il y a des groupes de travail multidisciplinaires. On essaye d'impliquer vraiment le maximum de professionnels. Qui ont participé aux réflexions? Alors, il y a eu une assistance maîtrise d'ouvrage qui nous a beaucoup aidé, en fait, qui a permis de faire la discussion entre l'administration, Monsieur Jagnot, le groupement Cardinal qui a mené les travaux. Et c'est ce qui nous a le plus aidé au début, puisqu'en fait, on a fait un cahier des charges qui était extrêmement bien défini. Et dans notre équipe, donc nous, notre équipe utilisateur, on avait un groupe de 3 médecins, un cadre de santé, une infirmière référente et une aide-soignante. On n'a pas pu
on a restreint volontairement le groupe, puisqu'en fait les travaux ont été dirigés très rapidement, et donc il fallait qu'on diminue le nombre d'interlocuteurs. Les enjeux fonctionnels et organisationnels de ces opérations, comment vous les définiriez ? Au point de vue fonctionnel, nous on a pris de l'espace, donc on a pris beaucoup de latitude, et ça a été beaucoup plus facile pour nous une fois que la réanimation a été ouverte. Au niveau de l'organisation médicale, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous on a dû tout revoir sur notre manière de travailler, puisqu'on a doublé notre capacité d'accueil, et que on est des anesthésistes réanimateurs, et que donc on a ponctionné une partie de l'activité sur le bloc. Donc le projet il a toujours été mené en dialogue avec les chirurgiens depuis le début. Les chirurgiens ont été à l'ARS avec nous pour discuter de l'ouverture de cette réanimation, et on a aussi discuté avec eux parce qu'on a tout complètement réorganisé à la fois la réanimation mais aussi les blocs. Ça c'est pour l'organisation médicale, et puis bien sûr au niveau de l'organisation paramédicale, il a fallu que l'architecture se plie à nos contraintes. Il a fallu qu'on retravaille toute notre organisation, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes, avec aussi, puisqu'on a pris, on avait 30 équivalents temps plein infirmiers, on en a employé 22 supplémentaires. Il y a eu tout un programme de formation avec des programmes de cours, des programmes des séances de simulation aux soins, des cours donc des doublures de nos infirmières pendant 1 mois avant de pouvoir les lâcher dans la nouvelle réanimation. Avant de vous poser la dernière question concernant le déménagement et puis surtout la façon dont les professionnels se sont appropriés l'outil, Monsieur Bubien, j'ai une question pour vous. On parle beaucoup de l'accueil aujourd'hui dans les établissements de santé. Comment est-ce qu'on travaille davantage pour accueillir mieux les patients? Alors c'est vrai que quand on est sur des activités liées à l'urgence, les réflexions sont encore différentes. Mais vous qui dirigez un CHU, comment vous réfléchissez à accueillir mieux vos patients et vos visiteurs aujourd'hui? Enfin, là, dans cette opération, on n'est pas vraiment dans l'urgence. Hein. La réanimation, oui, c'est pas de l'urgence, c'est au contraire même du programme. Et sur l'accueil, je pense qu'il faut le voir en cercle concentrique. D'abord, depuis l'extérieur de l'établissement jusqu'au cœur du service. Je pense que c'est ça qui est vraiment primordial. Aujourd'hui, par exemple, j'ai créé, quand je suis arrivé, un forum citoyen avec un ensemble de citoyens et d'associations d'usagers de l'agglomération d'Angers. Et ils sont justement là pour critiquer l'établissement, notamment non seulement sur les activités médicales, mais également sur l'accueil et la façon dont le parcours de soins est conduit dans l'établissement. Donc ça commence à l'extérieur, et ça c'est un travail avec l'agglomération et avec la ville, qui est extrêmement important, et beaucoup plus qu'on ne le croit, pour évidemment les arrivées, les axes, les bus, les tramways, les voitures, les parkings, enfin tout ce que vous voulez, voilà. Ensuite, c'est l'entrée dans le CHU, et ça c'est le problème majeur que connaissent tous les hôpitaux de la signalétique. La signalétique, c'est extrêmement difficile dans un établissement de santé, surtout quand on est dans un établissement comme le mien, qui est pavillonnaire, donc on se perd beaucoup sur 36 hectares. Je peux vous dire que toute la journée, tout le monde vous demande où on doit aller, et on s'y perd d'autant plus que les services changent, et quand vous êtes allé dans un service il y a 5-6 ans, il n'est pas forcément à la même place qu'on vous y retrouver. Donc il y a un travail sur la signalétique qui est extrêmement important, extrêmement difficile, parce que personne ne veut s'y coller. Tout le monde se renvoie la balle, hein, entre la communication, entre les services logistiques, entre le secrétariat général. Enfin, tout le monde se renvoie la balle sans arrêt sur le sujet. Pour l'anecdote, la première fois que je suis arrivé au CHU d'Angers pour me présenter, pour connaître le CHU, je me suis perdu. Donc voilà, je ne trouvais pas l'administration et la direction générale. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile. Ensuite, il y a le travail très important au sein même de l'établissement. Donc là encore, c'est sur la signalétique, mais c'est pas seulement ça. C'est évidemment tous les espaces d'accueil qui doivent être totalement repensés, non pas comme des lieux de passage, mais vraiment des lieux quasiment de vie, parce que souvent on peut attendre longtemps, et donc ça doit être totalement repensé. Et puis il y a tout un travail évidemment au niveau du service, des entrées, hein, bureau des entrées, ce qu'on appelle le bureau des entrées, là où les patients vont se présenter pour la première fois. Il y a un service au sein même
un accueil pardon, au sein même du service. Et là aussi, c'est extrêmement difficile. Enfin, je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans plus de détails, mais oui, sur l'accueil. C'est intéressant quand on a un DG de CHU qui nous explique comment justement on essaye de travailler davantage l'accueil. L'accueil, c'est extrêmement difficile. Hein. C'est vrai que les cliniques privées, par exemple, ont bien mieux travaillé cet aspect-là des choses, souvent parce qu'elles sont de plus petite taille, donc c'est aussi plus facile à organiser que dans des grosses structures comme les CHU. Mais c'est vrai que l'hôpital public a parfois négligé l'accueil des patients, et c'est quelque chose qui est totalement à repenser, à ne pas négliger et surtout pas mépriser, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui c'est essentiel. Je crois qu'on est revenu à des nouvelles pratiques depuis quelque temps, et que tout le monde prend conscience de l'intérêt, de l'importance de l'accueil. Et je crois que c'est un sujet qu'il faut discuter avec les architectes, parce qu'il est vraiment primordial. C'est pour ça que c'est intéressant et que c'est important d'avoir l'avis d'un directeur de CHU pour voir la dynamique justement, et de voir que tout le monde est impliqué pour travailler l'accueil, et pas seulement les architectes ou les professionnels à qui on donne cette mission, mais que ça vienne de bien plus haut. Il faut qu'il y ait, non seulement il faut un groupe projet sur le sujet, mais il faut une attention permanente, parce que je vous le disais, tout le monde se renvoie la balle sur ce sujet de l'accueil, et c'est extrêmement difficile à concevoir et à maîtriser dans le temps. Merci Monsieur Bubien. Une dernière question, Docteur Sargentini. Comment est-ce que le déménagement a été préparé, et aujourd'hui, quel est le ressenti des professionnels qui occupent ce nouvel espace? Alors, pour ce qui est du déménagement, en fait, on avait une unité de 11 lits, on est passé à 19 lits. Donc, ce qu'on a juste fait, c'est qu'on a transféré 10 patients dans une unité de 10 lits. Et puis, on a ouvert la deuxième unité 2 semaines après, une fois qu'on avait pris nos marques dans l'unité, ce qui nous a permis de monter en charge relativement simplement. Et le ressenti des professionnels, il est excellent, puisqu'en fait, on a une structure qui est moderne, qui est extrêmement fonctionnelle, qui nous permet de travailler dans de très bonnes conditions, et qui est valorisé par le CHU, c'est-à-dire que l'ensemble des professionnels qui viennent chez nous voient que ça travaille de manière apaisée et que ça avance vraiment de manière efficace. Et ça, c'est vraiment un motif de satisfaction pour nous. C'est aussi un facteur d'attractivité important. Oui. Je vous laisse répondre peut-être. Oui, c'est un facteur d'attractivité important. D'abord parce qu'on a fait une grosse communication auprès des professionnels de santé et de la population en général. C'est vrai que l'architecte va vous présenter tout ça, mais c'est un très très beau service. Esthétiquement et architecturalement, enfin, et le côté pratique du nouveau service, c'est vrai que vous verrez, c'est superbe, et c'est effectivement très attractif, pas seulement pour les patients, pour les professionnels de santé qui nous envoient des malades, mais également pour ceux qui y travaillent au quotidien, parce que c'est des lieux très clairs, très, très espacés, très beaux. C'est important, oui. Monsieur Jagnot, est-ce que vous pouvez nous décrire cette nouvelle unité de réanimation chirurgicale? On va essayer. Je suis content d'entendre ces paroles-là. On a un métier le métier d'architecte n'est pas facile, surtout en ce moment. Mais quand on entend ces propos-là, on a fait un bâtiment ou un service qui fonctionne et où les gens s'y plaisent, travaillent dans de bonnes conditions. On a réussi notre coup. Ça compense beaucoup de charrettes et beaucoup de nuits passées sur une planche à dessin. C'est comme tout projet hospitalier, un service de réanimation, ça passe par une excellente fonctionnalité, une compacité. La compacité, elle est nécessaire parce qu'en ce moment, on n'a pas beaucoup d'argent pour construire. Donc une compacité d'un bâtiment, ça coûte moins cher en exploitation. Puis la compacité, c'est aussi une fonctionnalité pour les utilisateurs. Ils ont moins de pas à franchir, et surtout pour un service de réanimation, c'est capital. Le confort des patients, le confort des utilisateurs, c'est primordial. Le confort, ça passe par la lumière naturelle, et ça, c'était mon grand sujet de préoccupation sur ce sujet. En réanimation, la lumière naturelle pour un patient dans un état critique, c'est essentiel. Vous allez voir le contexte qui m'a été donné lors du
du projet, du programme paraît un peu compliqué, mais ça s'est bien... En fait, tout s'est bien accroché. Vous allez voir ça. Et ce qui devait être une difficulté, c'est devenu un moyen de faire un bon sujet. Et puis l'intégration au site aussi architectural, c'est aussi important pour un bâtiment qui est isolé du bâtiment existant, qui est un beau bâtiment. Donc il n'a pas fallu aussi se tromper là-dessus. D'autant plus qu'il y a un architecte des bâtiments de France qui nous a été... c'est une difficulté supplémentaire, et je suis désolé de le dire, mais enfin c'est un vrai sujet. Alors, j'essaie de vous présenter ça sur les quelques petites vues que je vous ai préparées. Voilà, notre bâtiment existant avant la construction. Et notre bâtiment, il devait s'inscrire au premier étage, en partie sous ce bâtiment-là, et on a un rectangle d'implantation qui était sur sa petite largeur de 22 mètres, sur sa plus grande longueur, 60 mètres. Au départ, on se dit, mince, c'est très contraint pour mettre un service de réanimation quand même de 20 lits. Et bien ça rentre tout juste. C'est vraiment, bon, je dois féliciter l'AMO, hein, il s'appelle A2MO, je crois là aussi, ils ont bien œuvré là-dessus, parce que c'est rentré comme des chaussures dans une boîte à chaussures. Voilà, c'était formidable. Voilà, alors la lumière naturelle. Alors c'était un bâtiment donc sur un niveau, donc sur pilotis. Et au-dessus, rien. Formidable, parce qu'il n'y a rien, on n'a qu'un niveau. Et par là, tous les services de réanimation, comme je vous l'ai dit, c'est de la compacité, c'est un poste de soins qui contrôle visuellement l'ensemble des chambres, mais dans un bâtiment hospitalier courant, ça se trouve au milieu du plateau technique, et la lumière naturelle pour le poste de soins, bon, elle n'existe pas, hélas. Et dans un bâtiment existant ou un bâtiment même neuf, les services de réanimation s'inscrivent dans une orthogonalité de 7 mètres, la trame hospitalière de 7 mètres 20 toujours encore présente. Dans un bâtiment neuf, je me dégage de cette chose-là. Dans une orthogonalité, un poste de soins, finalement, les chambres de réanimation sont moins visibles parce qu'on ne peut pas avoir une centralité complète du poste de soins. Et les chambres s'inscrivent les unes à côté des autres. Donc la première chambre, on la voit bien, le premier malade, on le voit bien, le deuxième, un peu moins bien, et le sixième, beaucoup moins bien. Alors ici, on est à l'entrée au centre de gravité de notre service de réanimation. C'est là où on va filer sur le fond du couloir vers un service de 10 lits et à l'opposé, un autre service de 10 lits de réanimation. Et un seul escalier de secours draine cet ensemble neuf. Il est en partie centrale. Grâce au couloir périphérique, je n'ai pas eu besoin de mettre 2 escaliers en extrémité. On a un escalier central. Et comme je n'ai pas de niveau supérieur, cet escalier central sert de puits de lumière formidable lorsqu'on entre dans le service de réanimation, donc utilisé et apprécié par les utilisateurs et le personnel soignant. Là, vous avez le poste de soins central. Donc là, toujours, vous avez un énorme cône ici de lumière. Là, notre service, notre PC de soins, il est heureux d'avoir de la lumière naturelle, ce qui est peu fréquent dans les autres services de réanimation. Et puis tout autour, vous avez les 10 chambres ici. Donc en partie centrale, on a une vision presque direct sur chacun des têtes des patients. Aussi, pour un service de réanimation, c'est essentiel. Voilà, vous avez une autre vue du poste de soins. Voilà, ça c'est le couloir. Voilà. Alors, bon, notre bâtiment, il a une forme un peu à la Fort Boyard. Mais c'est un schéma pour faire un service de réanimation. On devine les 10 chambres d'un côté et les 10 chambres de l'autre avec le poste de soins, mais ça paraît tout naturel.
On a fait le service de réanimation du CHU de Lille. C'est la même configuration. On ne l'a pas baptisé Fort Boyard, fort heureusement, mais ça aurait pu se faire. Et là, vous avez un bâtiment sur pilotis. Ce bâtiment, alors c'est un bâtiment, le rectangle est de 60 mètres de long. En fait, je n'ai pas utilisé 60 mètres. D'un bout à l'autre, le service fait 57 mètres. Et là, c'est aussi un exploit. On avait une très bonne entreprise, c'est une conception-construction, donc c'est l'entreprise Cardinal qui a fait l'objet. Et ce 57 mètres, on est en zone sismique aussi, c'est aussi une petite contrainte. Ben, c'est 57 mètres d'un seul tenant, aucun joint de dilatation sur 157 mètres. Ça, c'est un vrai exploit technique réalisé par l'entreprise Cardinal. Dans un service de réanimation, ben, les joints de dilatation sont peu souhaités. Là, il n'y en a aucun, d'un bout à l'autre, dans toute la zone protégée. Ah ben non, je ne vais pas avoir le plan. Les plans, ils sont en PDF. Ils sont dans le PDF. D'accord, bon bah, je suis désolé, je n'ai pas le plan. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alain, le site du CHU présente un parti architectural historique remarquable, on le sait, associé à une intégration cohérente de bâtiments qui sont plus contemporains. Comment est-ce que cette unité s'intègre sur ce site? Quels sont les repères qui vous ont permis d'intégrer ce bâtiment? Alors, c'est une forme qui est issue d'une simple fonctionnalité. C'est une forme extrêmement pure, extrêmement simple. Moi, je n'essaye pas de faire lorsqu'on fait un bâtiment hospitalier qui s'intègre dans un tel site, on ne va pas faire le geste architectural. On va pas faire c'est pas le but. On souhaite une intégration. On aurait pu croire que c'est un bâtiment aussi fonctionnel pouvait être vraiment une difficulté pour s'intégrer sur un bâtiment, d'autant plus que ce bâtiment est quasiment à l'entrée du CHU d'Angers. Mais sa forme simple, on a repris la modénature des fenêtres du bâtiment existant sur lequel il se greffe. On a mis des excroissances, des espèces de lucarnes pour les fenêtres. Pourquoi avoir fait des saillies? C'est pas seulement esthétique, c'est des failles qui permettent de voir à l'extérieur, mais d'éviter une vue trop pénétrante à l'intérieur de la chambre. Et ça sert aussi de brise-soleil. Et ça sert, c'est des fenêtres fixes, comme tout service de réanimation. Donc pour les nettoyer, comment les nettoyer? Eh ben, on a une partie biaisée ici, sur la partie basse de nos fenêtres, qui permettent avec un balai à long manche, c'est des petits problèmes, des petits détails de cette nature qui font que le projet est réussi ou pas. Ouais, effectivement, un service de réanimation, c'est dans le détail qu'on arrive à faire quelque chose de correct. Et bon, ce bâtiment est simple, pur, ben, je trouve que est validé par l'architecte des Bâtiments de France, donc là, quelle joie. Donc je trouve qu'il s'intègre parfaitement bien. Comment vous avez assuré les liaisons avec l'existant? Les liaisons avec l'existant, c'était pas simple. On va revenir sur la vue précédente. Hein. Décidément. Voilà. Parce que là, on s'intègre. Notre bâtiment se greffe sur ce pignon-là. Et nous, on construit ici la liaison avec le bâtiment existant est en dessous. Donc la toute difficulté, c'est un bâtiment qui va être dépendant au niveau du joint de dilatation. C'était pas facile parce que là, on a un bâtiment qui se greffe là-dessus, mais on ne pouvait pas s'appuyer sur le bâtiment là. Donc il s'appuie d'une manière dissociée du bâtiment existant. Et les poteaux passent comme des joints de dilatation au travers du bâtiment existant. Donc techniquement, ça n'a pas été simple. Après, on a pu, dommage que je ne peux pas vous présenter le plan, mais il y a deux couloirs qui alimentent notre bâtiment réanimation à partir du bâtiment existant. Un couloir spécifiquement interne où passent les visiteurs, où passe le personnel soignant, et un autre couloir où passent les patients.
ne pas mélanger les flux, bien évidemment, dans un bâtiment hospitalier. Donc, dans un premier temps, le service de réanimation existant qui se trouve dans cette aile-là était alimenté par un premier couloir qui était utilisé de manière dégradée. Mais bon, ça a duré qu'1 mois. Et on a pu reconstruire le deuxième couloir pour alimenter d'une manière naturelle notre bâtiment neuf. Puisqu'on parle des flux, comment vous avez abordé la gestion des flux sur ce projet? Toujours séparation des flux au niveau des visiteurs. J'ai du mal sans le plan, j'ai du mal à vous le présenter. Séparation. Séparation des flux personnels. Avec on a des vestiaires externalisés pour les tenues de ville, tenues blanches, et un tout petit vestiaire de quelques mètres carrés pour mettre la tenue adaptée au service de réanimation. Les patients, eux, alors étonnamment, par rapport à un service de réanimation classique, on passe toujours par des zones filtres. On a quand même ça se transfère, mais le patient n'est pas transféré dans la première partie. Il est transféré directement dans la chambre. Ça permet effectivement un meilleur contrôle du transfert et avec le personnel soignant qui peut assister. On va essayer de trouver les plans, Alain. Oui, ils sont on là. aurait dû se préparer Ils sont là. un peu mieux. Non, ils sont là, ils sont dans la bécane. Sont là. Soyez patients, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question. Vous n'avez pas des petits gâteaux à distribuer? Si, il y en a plein. Quand on parle d'urgence, toute l'activité liée à l'urgence, tout confondu, quelles sont les spécificités architecturales que requièrent les activités liées à l'urgence? Comment on réfléchit à ces activités d'urgence en architecture? Ici, on n'est pas en matière d'urgence, on est en matière de soins critiques et intensifs. Soins intensifs. Hein. C'est-à-dire que les soins intensifs, effectivement, il peut y avoir une urgence entre qui se déclare immédiatement. Donc, le meilleur moyen, c'est le nombre de pas entre le poste infirmière et la chambre. Voilà. Donc, le cercle est le meilleur outil pour architectural, le meilleur outil architectural pour aller directement au patient, tout simplement. Voilà. Et on ne peut pas faire mieux. Là, vous avez le poste de soins, vous avez les 2,50 m toujours, c'est une règle, c'est une recommandation pour les services de réanimation, 2,50 m devant la porte, et on franchit tout de suite pour aller au patient. Et là, vous voyez, la vision presque naturelle et les plus courtes possibles de chaque tête de patient. Alors ça, c'est formidable. Dans un bâtiment, je dis, classique, orthogonal, ça, je ne pouvais pas le faire. On ne peut pas le faire. Ça, dans ce type. Là, c'est formidable. On a un bâtiment qui donne toutes les possibilités pour avoir un service de réanimation idéal. Merci Monsieur Janniot. J'ai une dernière question pour Monsieur Bubien qui conclura cette conférence. Vous êtes passionné d'architecture hospitalière. Quelle est votre vision de l'hôpital du XXIe siècle? Voilà. Je ne suis pas Madame Irma, mais je sais pas. Enfin, moi, je pense qu'on s'est souvent trompé quand on a imaginé le futur en matière de santé hospitalière, mais néanmoins, on peut quand même distinguer quelques grandes lignes, je crois, pour l'avenir. D'abord, on aura un hôpital hyper spécialisé et dissocié des lieux de distribution du multiservice. Ça, j'y crois beaucoup. On voit bien dans les CHU que les disciplines médicales s'hyper spécialisent de plus en plus. On aura besoin de soins de pointe et à côté d'autres structures, et c'est pour ça qu'on passera, et ce sera la deuxième grande ligne à mon avis pour le futur. On passera donc de l'hébergement sans soins qu'on avait au 19e siècle aux soins sans hébergement qu'on va avoir au 21e siècle, c'est-à-dire de plus en plus, et c'est ce qui se passe actuellement dans tous les hôpitaux modernes du monde, et c'est ce qu'on est en train de souhaiter faire actuellement dans notre système de santé, avec une chirurgie ambulatoire et une
médecine de plus en plus ambulatoire dans les établissements de santé, et l'hébergement et tout ce qui peut être soins de suite se fera ailleurs. Voilà, on voit qu'en France aujourd'hui, on est à 41% en 2013 de chirurgie ambulatoire, alors que dans les autres grands pays occidentaux et européens, on voit qu'on est par exemple à 70% en Suède, 74% au Danemark. On voit qu'on a quand même une marge de manœuvre. On sait que c'est une volonté du gouvernement depuis des années, du ministère, de développer la chirurgie ambulatoire. Mais ça, et c'est le troisième point, ça ne pourra pas se faire si on n'a pas pensé la filière gériatrique et notamment l'accueil des patients âgés polypathologiques. Je crois qu'on ne pourra pas faire l'un sans l'autre, sinon on court à la catastrophe, parce qu'on voit, et c'est le cas dans tous les services d'accueil des urgences de tous les hôpitaux modernes. On voit de plus en plus de personnes de plus en plus âgées qui arrivent dans les services. Et il faudra bien les accueillir en associant à la fois le sanitaire et le social. Et on ne pourra pas donc avoir un hôpital moderne, hyper technique, avec une médecine et une chirurgie ambulatoire, sans avoir pensé toute la filière gériatrique et l'accueil des patients âgés polypathologiques. C'est une prise en charge en fait globale, holistique, qui est nécessaire en matière sanitaire comme sociale, et elle est à repenser dans la ville et pas simplement dans les structures sanitaires. La quatrième grande ligne, ce sera un hôpital de plus en plus innovant et surtout de plus en plus connecté. On est passé on est en train de passer de l'hôpital 2.0 à l'hôpital 3.0. Et ça, c'est quelque chose, il y a un virage qui est en train d'être fait actuellement. Tout le monde ne s'y est pas mis, et c'est bien dommage, parce que je crois que on va pas pouvoir y échapper. Et si on essaye d'y échapper, on va se faire avoir par des professionnels qui ne seront pas des professionnels de santé. On voit aujourd'hui toute la réflexion qu'il y a sur la santé connectée, sur l'e-santé, sur le big data. Et moi, ce que je regrette vivement, c'est que sur ces sujets-là qui sont majeurs pour les années qui viennent, et même qui sont déjà majeurs aujourd'hui, on voit que c'est les patients qui nous poussent à le faire davantage que les professionnels de santé. On voit que c'est des grands groupes comme Apple, Google, Orange qui s'y sont mis à juste titre, qui développent, qui mettent beaucoup d'argent, des millions d'euros. On voit régulièrement des annonces en la matière. On voit que donc ces grands groupes mettent beaucoup d'argent, et ce ne sont pas les hospitaliers qui prennent la main. Et par ailleurs, on voit aussi que ce sont des mathématiciens, des ingénieurs, des informaticiens qui développent ce type de produit sans que les médecins notamment y soient associés, ou extrêmement peu. Et je le regrette vivement, parce qu'ils sont en train de se faire dépasser par des professionnels d'autres secteurs que la médecine. Moi, je crois que c'est à nous de reprendre la main, c'est aux hôpitaux, au secteur de la santé de reprendre la main, et c'est surtout aux professionnels de santé de le faire. Et au premier plan, évidemment, les médecins. Et puis, pour terminer, une des autres grandes lignes, me semble-t-il, ce sera des nouvelles façons de former nos professionnels de santé. Là aussi, il y a une révolution, il y a un tournant qui est en train d'être réalisé, notamment grâce à la simulation. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que les médecins et les infirmières, que tous les paramédicaux français ou occidentaux, ce sera comme les pilotes de ligne dans très peu de temps. Il faudra être formé sur simulateur, avoir un certain nombre d'heures de formation sur simulateur avant de pouvoir passer sur le patient. C'est la règle avec la simulation, de jamais la première fois sur le patient. On voit qu'on développe des produits extrêmement bien en matière les mannequins qui existent déjà et qui sont très performants, mais de plus en plus performants, les serious games, la simulation par entretien avec des acteurs de communication. On voit que là aussi, on a un vrai enjeu, et je crois que là, on est en train de passer à autre chose. On dit souvent que l'enseignement, la formation, c'était mieux avant. Je crois qu'avec la simulation, ça va être mieux demain. Ça, c'est une vision. Merci à vous, merci Monsieur Bubien, merci Dr Sargentini. Merci Alain Janot, je vous remercie de votre présence et de votre attention. La conférence à suivre, c'est une conférence avec l'agence Art & Build sur le BIM, la maquette numérique. Vous serez les bienvenus dans un petit quart d'heure. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre présence, à bientôt.